Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais revenir à mes premières passions de jeunesse, les maths, la physique, la géométrie, tout ça, puisque je vais parler de l'énigme des deux cercles, et surtout je vais la résoudre. Alors, sur YouTube, on peut trouver des vidéos qui traitent de ce sujet-là, mais à chaque fois, ils se contentent de balancer le résultat comme ça, sans expliciter, sans la moindre démonstration mathématique. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'énoncé de l'énigme, je vais dérouler tout le truc, et comme souvent en mathématiques, si tu poses bien les choses dès le départ, la résolution se fait toute seule. Donc ça va être une petite vidéo rigolote, enfin, rigolote entre guillemets. Moi, c'est le genre de choses qui m'amuse, tu vas voir, j'ai fait ça bien, j'ai mis des couleurs, j'ai fait des petites animations, tout ça. Du coup, c'est parti pour l'énigme des deux cercles. On a un grand cercle qu'on va appeler le cercle 2, avec son centre C2 et son rayon R2, et on a un petit cercle qu'on va appeler le cercle 1, avec son centre C1 et son rayon R1. Les deux cercles sont tangents en un point qu'on va appeler le point I, et on sait que le cercle 2 est 3 fois plus grand que le cercle 1. On a R2 qui est égal à 3 fois R1. Le cercle 1 roule sur le cercle 2, il tourne sur lui-même et en même temps tourne autour du cercle 2. Il fait ce qu'on appelle en mécanique un mouvement de roulement sans glissement. Et la question c'est combien de tours va faire le cercle 1 autour du cercle 2 avant de revenir à sa position initiale. Alors comme ça, tu as envie de dire, on a un rapport 3 entre les rayons, et comme on sait que la circonférence du cercle est proportionnelle au rayon, on a aussi un rapport 3 entre les circonférences. Donc comme ça, tu as envie de dire 3. Et moi j'ai envie de te dire oui, mais bon, alors tu te doutes bien que si j'en fais une vidéo, c'est que c'est pas si simple que ça. En fait, le truc, c'est que la question telle qu'elle est posée, elle est mal posée en fait. Elle n'est pas assez précise. Il manque une information sur comment est-ce qu'on définit un tour de petit cercle. En gros, il y a deux manières de définir un tour complet de petit cercle, et on va évidemment traiter les deux cas de figure. Mais avant ça, on va avoir besoin d'un prérequis qui va être très important pour la suite. On va poser comme prérequis que les points C2, I et C1 sont alignés. Et on va le démontrer tout de suite. Pour ça, on va avoir besoin d'un autre prérequis, un prérequis au prérequis si tu veux, qui est que la tangente au cercle en un point I est perpendiculaire au rayon du cercle passant par le même point I. On va prendre un cercle de centre C et de rayon R, et on va construire la tangente à ce cercle en un point I. Si on revient sur la définition de la tangente, c'est la droite qui a un point en commun et un seul avec le cercle, en l'occurrence le point I. Donc on peut déjà écrire CI, la longueur du segment CI, est égale au rayon du cercle. Et tous les autres points de la tangente sont extérieurs au cercle. Ça veut dire que si on prend un point M n'importe où sur la tangente qui est distinct du point I, on peut écrire CM est égal au rayon plus une distance delta qui va être strictement positive. Ça veut dire que CI est strictement inférieur à CM. Et si on le formule autrement, on peut dire que le point I est le point de la tangente le plus proche du centre du cercle. On va pouvoir passer à l'étape 2. Cette fois, on oublie le cercle. On va prendre une droite qu'on va appeler T et un point C qui n'appartient pas à la droite T. Et on va venir construire le point C' qui est le symétrique du point C par rapport à la droite T. Et l'intersection entre CC' et T, on va appeler ça le point I. Et par définition de la symétrie axiale, on peut dire que CC' est perpendiculaire à T en I. Donc on a le point C, on a le point I, on a la droite T. Qu'est-ce qui nous manque? Le point M. On va prendre un point M, n'importe où sur la droite T, distinct du point I, et par symétrie, on peut écrire que CI est égal à IC' et CM est égal à C'M. Maintenant, si on considère le triangle CC'M, on peut écrire, comme pour n'importe quel triangle, que la longueur d'un côté est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.
Ça nous donne CC', qui est strictement inférieur à CM plus C'M, et par symétrie, 2 fois CI est strictement inférieur à 2 fois CM, et au final, CI est strictement inférieur à CM. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que CI est strictement inférieur à CM, si et seulement si, la fameuse condition nécessaire et suffisante, si et seulement si CI est perpendiculaire à T. Et maintenant, si on revient sur l'étape 1 avec le cercle et la tangente, on peut dire que le rayon CI est perpendiculaire à la tangente T. Et maintenant, on va pouvoir démontrer que les 3 points C2, I et C1 sont alignés. On va prendre 2 cercles, un cercle de centre C2 et un cercle de centre C1, qui sont cette fois non tangents, et on va venir construire la tangente qui est commune aux deux cercles, enfin une des 2 tangentes communes aux 2 cercles, puisque en fait les 2 tangentes sont symétriques l'une par rapport à l'autre, par rapport à l'axe C1, C2. On a le point I2 qui est le point de tangence avec le cercle 2, et de la même manière le point I1 qui est le point de tangence avec le cercle 1. Et comme on vient de le voir, C2, I2 est perpendiculaire à la tangente, et de la même manière, C1, I1 est aussi perpendiculaire à la tangente. Donc ça veut dire que C2, I2 est parallèle à C1, I1. Maintenant, si on imagine que les 2 points I2 et I1 sont confondus, on a I2 qui est égal à I1 qui est égal à I, on peut dire que C2I et IC1 sont confondus, et au final que C2, I et C1 sont alignés. Voilà pour la démonstration, et maintenant on va pouvoir revenir à notre énigme. On revient sur notre cercle 2 et notre cercle 1. J'ai noté alpha, on verra plus tard à quoi ça correspond, et je t'ai fait une petite animation pour qu'on se rende compte déjà visuellement comment ça se passe. Et c'est parti pour la démonstration mathématique. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on avait 2 cas de figure en fonction de comment est-ce qu'on définit un tour complet de cercle 1. On va commencer avec le cas numéro 1 qui est l'alignement des points C2, I1 et C1. J'ai appelé ça le cas Albert, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours notre grand cercle, le cercle 2, et notre petit cercle, le cercle 1. J'ai remis les points C2, I et C1 qui sont alignés, maintenant on l'a démontré, et je vais définir le point I1 comme étant le point de tangence appartenant au cercle 1 dans la position initiale. Et de la même manière, le point I2 qui est le point de tangence appartenant au cercle 2 dans la position initiale. Et évidemment, dans la position initiale, les 3 points I1, I2 et I sont confondus. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le cercle 1 qui roule sur le cercle 2. Le point I2 n'a pas bougé. Par contre, le point I a avancé sur le cercle 2. Et le point I1 a avancé sur le cercle 1. Sur le cercle 1, on parcourt l'arc de cercle qui est en noir. Et sur le cercle 2, on parcourt l'arc de cercle qui est en rouge. Et comme on est sur un mouvement de roulement sans glissement, ce qu'on avait défini au départ, ça veut dire que les 2 arcs de cercle sont de même longueur. Ensuite, le cercle 1 continue de rouler sur le cercle 2. On a le point I2 qui n'a toujours pas bougé. Par contre, le point I continue d'avancer. Et le point I1 continue d'avancer sur le cercle 1. Et on va définir une rotation complète du cercle 1 quand le point I1 sera de nouveau aligné avec les points C2 et C1. Autrement dit, quand le point I1
sera de nouveau confondu avec le point I. On va définir l'angle alpha comme étant l'angle que fait le segment C2I2 avec le segment C2I, et on va pouvoir écrire que l'arc de cercle en noir, c'est-à-dire en fait la circonférence du cercle 1, c'est-à-dire 2π que multiplie R1, est égal à l'arc de cercle qui est en rouge, c'est-à-dire alpha que multiplie R2, à condition évidemment d'exprimer alpha en radians. Et comme on sait que R2 est égal à 3 fois R1, ça nous donne alpha qui est égal à 2π sur 3. Ce qu'on vient de démontrer, c'est l'angle qu'on parcourt sur le cercle 2 quand le cercle 1 fait un tour complet. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est combien de tours fait le cercle 1 pour parcourir non pas alpha, mais un tour complet de cercle 2, c'est-à-dire 2π. Si on appelle grand N le nombre de tours que fait le cercle 1 autour du cercle 2, on peut dire que grand N est égal à 2π, c'est-à-dire un tour de cercle 2, divisé par alpha, un tour de cercle 1. Ce qui nous donne au final grand N égale 3. Ce qu'on avait plus ou moins pressenti dès le départ, mais là au moins on l'a démontré. Et maintenant on va passer au deuxième cas de figure que j'ai appelé la rotation de 2π du point I1. On a toujours le grand cercle, le cercle 2, et le petit cercle, le cercle 1, les points C2, I et C1 qui sont toujours alignés, le point I1 qui est le point de tangence appartenant au cercle 1 dans la position initiale, et le point I2 qui est le point de tangence appartenant au cercle 2 dans la position initiale. Et les trois points I1, I2 et I sont toujours confondus dans la position initiale. On a le cercle 1 qui roule sur le cercle 2, le point I2 ne bouge pas, le point I avance sur le cercle 2, et le point I1 avance sur le cercle 1. Là, pareil, de nouveau, le point I2 n'a pas bougé, le point I continue d'avancer sur le cercle 2, et le point I1 continue d'avancer sur le cercle 1. Maintenant, tu as compris le principe. Tu vas me dire, c'est quoi la différence avec le cas de figure précédent? C'est que maintenant, on va définir un tour complet de cercle 1 quand le point I1 aura fait une rotation de 2π autour du point C1. C'est-à-dire quand le point I1 sera revenu en fait dans la même position que la position initiale. On va définir comme tout à l'heure l'angle alpha qui est l'angle I2C2I. Et maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau du cercle 1, on voit que le segment C2I2 est parallèle au segment C1I1, puisque c'est comme ça qu'on a défini un tour complet de cercle 1. Et du coup, l'angle alpha, on le retrouve au niveau de I1C1I. Et comme ça, on va pouvoir écrire l'égalité des arcs de cercle. L'arc de cercle qui est en noir, qui est égal à 2π moins alpha que multiplie R1, et l'arc de cercle qui est en rouge, qui est égal à alpha que multiplie R2, à condition toujours d'exprimer alpha en radians. On a toujours R2 qui est égal à 3 fois R1, ce qui nous donne cette fois-ci alpha est égal à π sur 2. Et maintenant, on peut calculer le nombre de tours grand N que fait le cercle 1 autour du cercle 2, qui est égal toujours à 2π sur alpha, et cette fois-ci, grand N est égal à 4. Et là, on a résolu l'énigme des deux cercles. Et pour finir, petite question subsidiaire, si on généralise et qu'on dit que R2 est égal à petit n fois R1, quelles conditions doit remplir petit n pour que ça marche? Déjà, il faut que petit n ne soit pas négatif, puisque un rayon négatif, ça n'a pas de sens. Ensuite, si petit n est compris entre 0 et 1, ça veut dire que le cercle 2 devient le petit cercle, et le cercle 1 devient le grand cercle. C'est pas ce qu'on a posé au départ. Si petit n est égal à 1, ça veut dire que les deux cercles sont de même taille. Là, dans ce cas-là, ça marche. Ça veut dire que petit n doit être supérieur ou égal à 1. Ensuite, autre condition très importante, on a dit que le cercle 1 devait revenir à sa position initiale. Ça veut dire que le cercle 1 doit faire un nombre de tours complet, et que petit n doit être un nombre entier. Un nombre entier supérieur ou égal à 1.
c'est-à-dire un entier naturel non nul, qu'on note n étoiles. Et dans ce cas-là, grand N est égal tout simplement à petit n plus 1. Voilà.